Les effectifs de police qui devaient augmenter ont au contraire diminué de 200 agents entre 2016 et 2023. D'ailleurs, en 2023, on compte une cinquantaine d'assassinats sur fond de trafic de drogue et déjà 37 exécutions depuis le début de l'année 2024. Marseille en grand, c'est Marseille en feu. La deuxième ville de France est en train de se transformer en narco-cité. Monsieur le ministre de l'Intérieur se demandait récemment si nous devions rester dans l'état de droit. Marseille va lui apporter la réponse. Oui, Marseille sort de l'état de droit par la petite porte de gauche, celle des points de deal, des incivilités, du vivre ensemble dans une insécurité oppressante et des zones de non-droit étendues jusqu'à la calanque de Sormiou, en plein parc national des Calanques. À Marseille, c'est comme dans les manifestations. On n'arrête pas les plus dangereux, on attrape ceux qui courent le moins vite. Monsieur le Président, je parle de cette gauche écologiste qui, forte de ses certitudes morales, est toujours prête à donner des leçons à la terre entière. Cette gauche écologiste qui se dit progressiste, mais qui veut nous renvoyer aux techniques agricoles du Moyen-Âge. Cette gauche écologiste qui, finalement, ne supporte ni les agriculteurs, ni le débat. Donc, bien évidemment, cette proposition s'inscrit en contradiction totale avec une des valeurs majeures défendues par l'UDR, à savoir la liberté d'entreprendre. Cette mesure aurait des effets indirects et directs préjudiciables pour les entreprises, notamment le recrutement de talents exceptionnels dont on parlait. Alors, à titre dérogatoire, si ça s'appliquait au PSG en tant que Marseillais, si ça plafonne le salaire des joueurs du PSG à 20 fois celui des stadiers, je serais d'accord. Mais je ne voudrais pas que ça s'applique à l'OM en revanche. Ça m'arrangerait pas. Vous, écologistes, vous vous faites élire sur la promesse de sauver la planète. Ensuite, vous produisez des normes à l'efficacité plus que douteuse, si ce n'est pour freiner la croissance et diminuer les résultats des entreprises. Et pour finir, vous avez besoin de financer vos exploits suivants. Alors vous venez demander de nouvelles confiscations au nom de la justice fiscale. Et ce cycle infernal se répète. Il y a la défense de l'environnement, ce vœu pieux auquel nous adhérons tous, et puis il y a l'écologie idéologique d'extrême gauche. Bienvenue dans une idéologie obscure, où l'écologie devient un simple camouflage pour des combattants de la France insoumise, bras armés du socialisme, en charge d'abattre un glaive vengeur sur les suppôts du capitalisme. La gauche pastèque, verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Vous l'attendiez, vous n'êtes pas déçus. Dans votre monde, le travail et la croissance sont une malédiction polluante qui s'est abattue sur l'humanité. Aujourd'hui, l'extrémisme pseudo-écologique nous propose de trancher une des têtes du cerbère capitaliste les plus aisés. 25 milliards taxés à 2000 Français, une folie. Vous voulez taxer leur patrimoine, mais aussi l'outil de travail pourvoyeur d'emplois et de richesses. Vous menacez même la transmission d'entreprises et allez tuer des milliers de PME et d'ETI. Pour vous, ces 2000 Français sont les 200 familles des complots marxistes et fascistes d'il y a 100 ans. Pour vous, ces Français avec plus de 100 millions ne peuvent devoir leur fortune qu'à l'esclavagisme. Ils seraient si riches qu'on pourrait leur faire les poches, il leur en resterait toujours trop. Quand vous faites fausse route, on n'interdit pas aux gens d'avoir peur, à part dans les régimes communistes qui vous inspirent si souvent. Une motion de rejet préalable, c'est un refus d'obstacle chez les cavaliers, un refus de saut chez les parachutistes. Nous sommes dans l'enceinte du débat et j'ai envie d'entendre celles et ceux qui souhaitent s'exprimer dans un sens ou dans l'autre. Il faut vraiment être à court d'arguments pour craindre à ce point la confrontation des idées ou être épris de totalitarisme. Quel sujet important que celui de ce soir, la délinquance des mineurs. Chaque semaine, notre pays sombre dans la barbarie. Nous comptabilisons les blessés, les morts, les familles et les vies brisées. L'UDR sera en soutien pour rétablir cette loi de Gabriel Attal, défigurée en commission des lois. Honorons le mandat que les Français nous ont donné. Débattons. Je pense à l'impact sur la santé mentale qu'auront les absurdités wokistes, culpabilisant nos enfants sur une histoire ancienne et révolue. Les enfants européens sont-ils vraiment coupables d'esclavage, complices de l'Inquisition et comptables de tous les conflits passés? Naissent-ils endettés envers le monde? Et que faire pour espérer le pardon de ceux qui ne sont d'ailleurs pas leurs victimes? Je voudrais qu'on se rappelle aussi la simplicité de ce monde ancien, peuplé juste d'hommes et de femmes, dans lequel chacun pouvait se construire sur la base de la certitude d'être ce qu'il est. Toutes ces idéologies inutiles et anxiogènes infusent une vision déprimante, sans issue, d'un monde dans lequel notre jeunesse entre à peine. Ce réflexe d'exclusion n'est pas nouveau. Il est le marqueur d'une tradition politique qui, de Lénine à nos jours, a toujours vu dans le pluralisme un danger plutôt qu'une richesse. Cette motion de rejet est l'expression d'un mépris profond pour le dialogue républicain.
Car au fond, ce que redoute l'extrême gauche, ce n'est pas le contenu du texte, c'est l'épreuve du réel. Ce qu'elle craint, ce sont les faits, la contradiction, la complexité, tout ce qu'aucun tract ne peut simplifier. En résumé, au moment où la France gagne la Coupe du monde des impôts, on demande aux Français de continuer de payer de leur poche des médias publics qui soit les ignorent, je parle de la majorité silencieuse qui s'oppose au délire wokiste, soit les insultes, je parle ici de la majorité des Français de droite. De France Inter à France TV, partout le même son de cloche, partout les mêmes idées répandues. Pour vous donner un exemple, d'octobre à décembre 2023, 50% d'intervenants de gauche pour 10% d'intervenants de droite. Certains hurleront certainement et CNews, sauf que CNews a l'avantage de ne pas être financé par nos impôts et l'honnêteté intellectuelle d'inviter tous les partis, y compris la gauche, qui se targue d'ailleurs de répondre défavorablement la majorité du temps. Chers collègues de gauche, vous voyez, la différence entre vous et moi, c'est que je n'ai pas la chance de pouvoir décliner une invitation de Yann Barthès. La gauche, avant, c'était la protection des faibles et des démunis. Et c'était hautement estimable. Aujourd'hui, la gauche mise tout sur ceux qui transgressent les règles. C'est vrai qu'ils sont nombreux, c'est un marché. Permettez-moi de commencer par un aveu. Lorsque j'ai vu au programme de nos travaux cette proposition de loi portée par nos collègues de la France Insoumise, crainte et amusement se sont mêlés dans un sentiment confus. Néanmoins, Éric Ciotti étant très attaché à l'impartialité qui doit prévaloir dans l'analyse des textes qui nous sont soumis, je me suis ressaisi et je suis parvenu à faire abstraction de l'origine de cette proposition. Avouez tout de même qu'il nous arrive de voir arriver de cette partie de l'hémicycle certaines propositions des plus audacieuses, voire stupéfiantes. Vous refusez d'intégrer la notion de consentement à l'impôt. Ça pouvait fonctionner en URSS, mais en France, les gens sont libres de partir. Enfin, ils sont libres de partir. L'amendement de monsieur le rapporteur tente quand même d'enfermer les citoyens avec une taxe qui empêcherait toute décision de sortie hâtive en imposant un délai de réflexion de 10 ans, rien que ça. En fait, une vraie frontière écolo. Écolo pour tous ceux qui veulent venir et soviétique à l'intérieur pour ceux qui voudraient s'échapper. On se rapproche du goulag. Nous ne le dirons jamais assez, la croissance ne vient pas de l'impôt, elle vient de la liberté économique. La justice sociale ne vient pas de la spoliation, elle vient de la prospérité. Tant qu'il restera de l'argent quelque part, vous le traquerez et vous exigerez qu'on le verse dans le puits sans fond de votre politique suicidaire. La démocratie, ce n'est pas proposer à 99% de la population de confisquer les biens de 0,1% des citoyens, ni même 0,001%. Nous avons déjà le système de redistribution le plus généreux au monde. Ne tuez pas la poule, elle ne pondra plus et les autres s'envoleront du poulailler France. Dans votre amnésie ingrate, vous oubliez même que le capital que vous voulez encore taxer n'est que le reliquat de ce qui a survécu à l'enfer fiscal. Monsieur le député. Nous ne voterons pas cette folie fiscale et je vous remercie de vos acclamations. Nos collègues communistes n'ont qu'une idée, interdire le débat à tout le monde, refuser d'entendre toute argumentation au sein du lieu même où justement le débat doit se tenir. Je trouve ça absolument cosmique. Ceci étant, le communisme ne s'est pas illustré dans l'histoire par sa capacité d'écoute ni par son ouverture à la contradiction. Le communisme ne débat pas, il élimine, il ne contredit pas, il réprime. Raconter n'importe quoi. Tout à l'heure, il y a un député, au début des explications de vote, un député d'extrême droite dont j'ai oublié le nom et j'ai pas envie de le retenir d'ailleurs, qui a eu une parole que je considère et que nous considérons comme absolument inacceptable. Je répète ces propos, les communistes ne débattent pas, ils éliminent. Alors moi, non, mais moi, allez-y, terminez, monsieur Peu. Non, terminez, pas de débat. Moi, je ne rigole pas ici parce que si vous aviez la généalogie des députés communistes qui sont ici sur ce banc, vous verrez que c'est eux qui se sont fait éliminer et qu'ils ont toujours voulu le débat. Et je vais rajouter deux choses. Jeudi soir, après-demain, je serai avec la famille d'Henri Krasuki, avec la famille de Marcel Paul, mais aussi avec la famille de Marcel Dassault, pour voir un film au mémorial de la Shoah qui va paraître bientôt sur France Télévisions, pour voir en avant-première la fraternisation à Buchenwald et à Dachau des déportés communistes et des déportés juifs qui se sont soudés comme ça. C'est ça l'histoire du Parti communiste. C'est le parti qu'on a dit être le parti des 75 000 fusillés. Merci. Alors vous n'avez pas le droit de dire ça.
Merci. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Monsieur le Président. Allez-y, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, chers collègues. Je commencerai par une petite réponse. Je n'ai pas dit les communistes, j'ai dit le communisme, mais c'est peut-être un détail, mais néanmoins je l'ai dit. Alors, et d'ailleurs... Allez, on se calme, on avance et on se concentre sur la proposition de loi de Monsieur Bayard. S'il vous plaît. Allez, non, monsieur, non, alors là, ceux qui quittent, ceux qui quittent, ils quittent, monsieur Tavel. Si vous souhaitez quitter l'hémicycle, vous sortez. Monsieur le député, s'il vous plaît, continuez avec votre discussion. Chut. Monsieur Tavel, s'il vous plaît, vous quittez l'hémicycle. Je ne résisterai pas à la tentation de rendre hommage à l'immense Sergio Leone, en paraphrasant Le Bon, la Brute et le Truand. Le monde se divise en deux catégories de gens, ceux qui créent de la richesse et ceux qui la confisquent. Vous confisquez. Je vais être très synthétique. L'UDR est contre l'antisémitisme. L'UDR ne veut pas les voix de l'électorat antisémite. Donc l'UDR est pour l'examen de ce texte. Donc l'UDR votera contre cette motion de rejet préalable. Je soumets cette petite équation à votre excellent esprit déductif. Je vous remercie. L'antisémitisme a muté comme un virus, de retour dans sa version décomplexée, masquée sous le voile trompeur de l'antisionisme. L'antisémitisme est maintenant un symptôme rarement isolé. Il est généralement accompagné d'un discours bien mal nommé Antifa et adossé à un islamisme radical à peine dissimulé. Nous savons tous qu'il n'y a pas plus fasciste qu'un Antifa. On peut comprendre une motion de rejet préalable dans le cas hypothétique d'un texte contraire à toutes les valeurs fondamentales d'une formation politique, et encore. Mais dans le cas de la réforme du mode de scrutin municipal pour Paris, Lyon et Marseille, ça fait plus penser à un trouble obsessionnel compulsif. Le groupe UDR votera donc contre cette motion de rejet. Je vous remercie. Le quotidien, la réalité appelle ce texte de toute la force de l'injustice qui règne. La gauche, avant, c'était la protection des faibles et des démunis. Et c'était hautement estimable. Aujourd'hui, la gauche mise tout sur ceux qui transgressent les règles. C'est vrai qu'ils sont nombreux, c'est un marché porteur. La proposition du député Gabriel Attal n'est ni de droite ni de gauche. Elle est juste du côté des honnêtes gens. Justement, ceux que nous défendons quotidiennement à l'UDR avec nos alliés du Rassemblement national. Ce texte n'est pas parfait, il avait même été un peu saccagé en commission des lois, mais nous avons heureusement rétabli l'article 4. L'UDR restera fidèle à son principe. Quand un texte est juste, nous le soutenons, même si son auteur use parfois de propos peu flatteurs à notre encontre, même s'il est toujours étonnant de voir à quel point les ministres gagnent en pertinence et en lucidité le jour où leur mandat se termine. Nous voterons pour cette proposition. Je vous remercie. Nous savons que l'extrême gauche lance ce sujet pour flatter une communauté et s'attirer ses bonnes grâces électorales. Les ouvriers et les salariés vous ont abandonné pour le bloc patriote. Vous voulez devenir le parti des minorités et faites de l'électorat musulman votre priorité. Votre parti, c'est celui du communautarisme. Le nôtre, avec Éric Ciotti et Marine Le Pen, celui de la République. Alors parlons d'islamophobie. Les agressions à l'encontre des religions sont essentiellement motivées par la haine. Dans toutes ses formes, la haine n'est que l'expression violente d'une conjugaison de bêtises, de méchanceté et d'ignorance. Mais je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. Bien évidemment, ce constat ne saurait en aucun cas justifier la moindre clémence à l'égard de ces comportements que nous condamnons sans réserve, je le redis ici. Nous devons donc nous demander si ces peurs sont des phobies ou si elles sont rationnelles. Je rappellerai qu'une phobie est un trouble anxieux où l'angoisse se focalise sur un objet, une situation ou une activité précise qui ne la justifie pas. Et qu'est-ce qui alimente l'islamophobie ? Les nombreux attentats terribles commis en France par l'islamisme et son totalitarisme, la présence croissante dans l'espace public des signes de cet islam radical, le burkini, le hijab, la montée de l'antisémitisme dans une partie de la communauté arabo-musulmane, ce qu'a rappelé Manuel Valls, le comportement de certains musulmans extrémistes qui sont ouvertement en conflit avec notre culture, nos mœurs et notre mode de vie.
Enfin, à l'international, les privations de liberté dans des pays dirigés par un pouvoir islamiste et le sort réservé par l'islam radical aux minorités persécutées. De nombreux Français ont donc effectivement peur de l'islam, à tort ou à raison, mais en pleine conscience et à travers des réalités concrètes. Le terme d'islamophobie est en ce sens complètement inapproprié et il serait plus juste de parler d'islamo-sceptique. Vous ne voulez pas que la haine des musulmans s'installe, nous non plus. Tous ici, nous avons des électeurs musulmans dans nos circonscriptions. Personne ici, aucun groupe n'a le monopole de cet électorat. Vous voulez enfermer des millions de Français dans un déterminisme odieux et anti-républicain. Contrairement à vous, nous n'assignons pas les musulmans à l'islam, mais à la République. J'ai peur de vous choquer, voire de provoquer sueurs froides et malaises physiques dans vos rangs en vous annonçant une terrible nouvelle. Oui, de nombreux musulmans votent aussi pour l'UDR et le Rassemblement national. Oui, pour Éric Ciotti et Marine Le Pen, de Nice à Hénin-Beaumont, comme partout en France. Des musulmans refusent votre discours victimaire et vos manipulations. Notre différence, c'est que nous ne parlons pas aux musulmans comme à des musulmans, mais comme à des Français à part entière. Nous ne flattons pas des origines, nous défendons l'universalisme. Nous défendons un creuset républicain uniforme, alors que vous défendez une France archipélisée et morcelée. Boualem-Sansal reste embastillé. Quelle surprise, quel séisme imprévisible. Vous nous aviez promis la réussite par la soumission, la libération par la génuflexion. Nous vous avons écouté, nous avons retiré dans un esprit de responsabilité notre proposition de résolution visant à abroger les accords de 68. La France a retenu son souffle. Et pour quel résultat? Une grâce transformée en gifle, l'humiliation. Sansal reste dans les geôles et vous récoltez les crachats d'un régime voyou. Jamais la France n'a été aussi insultée par un État à qui elle a tant donné. Visa, aides au développement, diplomatie bienveillante, repentance sans fin jusqu'à la limite de l'indécence. Face à ce régime qui ne respecte que la force, vous persistez dans une stratégie de soumission. La dictature algérienne et ses procès staliniens se moquent de vos prosternations feutrées. Alors qu'en Algérie, la littérature est un acte terroriste, le gouvernement français s'est couché, le pouvoir algérien l'a piétiné. Tebboune joue, la France attend et Boualem-Sansal croupit. Allez-vous reconnaître l'échec total de votre stratégie? Allez-vous enfin oser le rapport de force? Allez-vous inscrire en urgence notre proposition de résolution pour abroger les accords de 68? Allez-vous oser le blocus diplomatique? Allez-vous suspendre tous les visas et toute l'aide au développement? La France ne peut plus être à la fois le bailleur et le paillasson de la voyoucratie algérienne. Je vous remercie. Oui, je crois qu'en ne changeant pas la méthode, on ne changera pas les résultats. Et vous me pardonnerez cette métaphore canine, mais on dit qu'un chien qui mord, c'est un chien qui a mal. Vous devez avoir bien mal à vos certitudes pour faire cette réponse. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, depuis des mois, l'Algérie crache sur la France. Après avoir enfermé Boualem-Sansal, après avoir engagé des influenceurs pour semer le chaos, après avoir renvoyé ses agents de haine à la France après leur expulsion, l'État voyou algérien a encore renvoyé ces dernières heures un Algérien sous OQTF expulsé par la France. La dictature algérienne et son président insultent désormais les responsables politiques Éric Ciotti, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Jusqu'à quand cette humiliation va-t-elle durer? Jusqu'à quand? Ces personnalités reçoivent quotidiennement des menaces des réseaux algériens, notamment des menaces de mort. Chaque semaine, nous vous interrogeons sur les mesures prises contre la voyoucratie algérienne. La France doit prendre son indépendance du diktat moral de l'Algérie. Même le ministre de l'Intérieur est menacé par le dictateur algérien. Combien de temps allez-vous baisser la tête? Allons-nous baisser la tête? Jusqu'où accepterez-vous l'ingérence d'une dictature qui oublie ce qu'elle doit à la France? Réseaux routiers, irrigation, voies ferrées, ponts, écoles, hôpitaux et ports marchands. La France est-elle endettée envers l'Algérie au point de devoir s'offrir comme un buffet à volonté dans lequel un État qui n'a que mépris pour notre pays peut se servir ou cracher quand bon lui semble? Le divorce est consommé depuis plus de 60 ans. Mettons fin à la pension mémorielle des accords de 68. Nous vous le demandons encore une fois. Allez-vous sortir de l'accord de 68? Allez-vous augmenter les droits de douane? Allez-vous révoquer les visas, notamment des officiels algériens? Allez-vous couper l'aide au développement?
Boualem Sansal est toujours prisonnier. L'Algérie continue chaque jour d'insulter la France. Les ministères de la parole ne suffisent plus. Agissez. Demain, les fatwas remplaceront les influenceurs et il sera trop tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue.